91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 16 juin, bonsoir. Auditeurs et auditrices du 21 juin, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 91% Culture. Une formidable occasion de découvrir des œuvres et des artistes et de rappeler leur rôle essentiel dans nos vies. Je vous présente tout de suite ceux et celles qui m'accompagnent aujourd'hui dans le studio. Après Michael Jackson, il va nous parler de l'autre méga star de la pop américaine, c'est Philippe. Salut Philippe. Salut Simon. Ça va ? Bah oui, ça va. Un peu mieux que toi. Oui, alors pour tout vous dire, je porte actuellement un masque. Voilà, j'ai pris un coup de froid. Donc voilà, ça s'entend peut-être. On va essayer quand même de faire la meilleure émission possible. Philippe, donc tu nous avais parlé du film Michael la dernière fois. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu 9 fois. Ah, alors t'as battu ton record du ruban bleu ? Ouais, ça y est. Ça y est, c'est le film que... C'était 8 fois, maintenant je l'ai vu 9 fois. Et... Je vais essayer d'aller jusqu'à 12. Waouh. Et pourquoi 12 ? Pour me faire une journée de Michael Jackson en fait. Parce que vu que le film dure 2 heures, ça me fera une... Ah voilà. Tu auras passé 24 heures devant le film. C'est ça. Waouh. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un autre artiste. Alors, j'ai hésité à dire concurrent parce que je ne sais pas si c'est la légende ou si vraiment... Est-ce qu'ils étaient amis ? Est-ce qu'ils étaient rivaux ? Ils étaient quand même un peu rivaux, ouais. Oui, il s'agit de Prince. Voilà. Bien sûr. C'est ça. Elle est avec nous également, comme à chaque émission, c'est Michel. Coucou Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir ça va à l'équipe. Bah, ça va bien, écoute. Oui. 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 T'es pas malade, toi ? Pour l'instant, non. Non, voilà. Et j'ai le masque, hein. Normalement, je devrais contaminer personne. On sera tous malades à la fin, je vous rassure tous. Oui. Je vous laisserai un petit souvenir de cette émission. Voilà. Vous penserez à moi dans votre lit. On salue également Tony et Fabien, qui sont dans le public de l'émission. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Et en ce qui concerne nos invités, elle est de retour pour présenter les apports concrets de la culture, et notamment pour les plus fragiles. C'est l'association Culture du Cœur, représentée par Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Simon. Comment vas-tu ? Très bien, en tout cas mieux que toi, ça va. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, voilà. Tout le monde Merci. survit. Merci beaucoup de nous inviter à nouveau. Une fois de plus, avec des invités. On salue également Margot et Alexandra qui sont présentes. Voilà, notamment Margot qui a bien préparé cette émission. Voilà, si on a des super invités aujourd'hui, c'est grâce à elle, donc on la salue. L'association Culture du Cœur vient toujours avec des bénéficiaires, mais également des accompagnants et des responsables de lieux culturels qui travaillent en lien avec l'association. Donc on salue tout de suite Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour. Donc vous êtes déjà venue à ce micro. Vous étiez venue, je crois, en décembre 2024. Alors, j'ai un petit doute sur l'année. Non, je pense que c'est bon, ouais, Parce 2024, que c'est ça. Ouais. Voilà, pour nous parler de prévention contre le VIH. Exactement. On avait reçu plusieurs invités sur ce sujet, puisqu'il y avait une soirée au cinéma François Truffaut avec un film justement qui était consacré à cette lutte, un 1er décembre, qui est la journée internationale de lutte contre le sida. Et aujourd'hui, vous êtes venu accompagné d'un bénéficiaire que nous attendons, qui s'appelle Hervé. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Hervé pour un peu le présenter à nos auditeurs et auditrices ? Hervé, il a été accueilli par notre association, en fait. L'association Diagonale. Voilà, qui sont des appartements de coordination thérapeutique. Et du coup, on a participé à plusieurs propositions Culture du Cœur. Il fait partie de ceux qui apprécient beaucoup les propositions de Culture du Cœur. Et on a fait un stage de danse ensemble. Et on est allé aussi à l'opéra. Parce qu'on va beaucoup parler d'opéra aujourd'hui. Avec nous, nous avons également Yasmina. Oui. Bonjour Yasmina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes bénéficiaire donc de l'association Culture du Cœur. Vous êtes de quelle ville ? De Ris-Orangis. Ris-Orangis, d'accord. Et rapidement, de quoi vous allez nous parler ? De quelle sortie culturelle vous allez nous parler ? C'est de l'opéra. C'est l'opéra. Oui. C'est l'opéra de Massy. Oui. L'opéra de l'Essonne. Vous allez nous raconter un peu cette expérience, mais bon, on va pas trahir de secret en disant que c'était super. C'est formidable. C'est formidable. Voilà, exactement. Prête à chanter quelque chose au micro ? Je ne sais pas chanter. On attend. Culture du Cœur, ils vont vous trouver des petits stages pour apprendre à chanter. Je suis sûr que la prochaine fois, vous serez prête à monter sur scène. Et à côté de Yasmina, on accueille Alexis Cadoret. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous travaillez à l'Opéra de Massy. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rôle ? Oui. Donc, mon rôle à l'Opéra de Massy, j'y travaille depuis presque 2 ans maintenant. Et donc, mon intitulé en entier, c'est Attaché à la médiation culturelle. D'accord. Et donc, derrière ce nom-là, en tout cas ce terme, moi, je crée du lien
entre l'activité culturelle de l'Opéra de Massy, sa programmation, et bien sûr les publics plutôt des champs social et médical. Donc voilà, je fais des visites, des ateliers, je fais des opéras en balade. Je peux venir sur place pour présenter, faire découvrir l'opéra à travers une maquette en bois. Un peu hors les murs, c'est ça? En dehors de Voilà, l'opéra? en hors les murs. Et puis, on fait bénéficier aussi de la programmation à travers nos fameuses répétitions générales qui permettent à beaucoup de monde, que ce soit des scolaires, des personnes issues des associations à vocation sociale, mais aussi des espaces de proximité, des maisons de quartier, de pouvoir faire cette expérience de la découverte de l'opéra à travers voilà, tous les grands titres du répertoire lyrique, mais pas que, puisque l'Opéra de Massy, c'est aussi une programmation éclectique. À travers l'opéra, il y a aussi le ballet, la danse contemporaine, le théâtre, le concert aussi. Donc il y a plein de formes différentes pour découvrir l'univers du spectacle vivant dans le sens général du terme. Oui, moi je suis allé une seule fois à l'opéra de Massy, c'était pour aller voir une pièce de théâtre qui était, je crois, de mémoire, Les Montagnes Russes avec Alain Delon. Je jouais, je crois, avec sa fille d'ailleurs. C'était il y a C'était une autre vie. très longtemps. C'était minot, comme on dit. Non, peut-être pas à ce point-là, mais c'était Bon, entre il y a le pas- minot alors, et Il n'y a pas si l'aujourd'hui. longtemps, alors. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, merci d'être là et de pouvoir. On va parler de l'Opéra de Massy, de sa vocation et surtout, il y aura le témoignage de Yasmina. Voilà, nous on aime bien, grâce à Mathilde et à l'association Culture du Cœur, voilà, faire rencontrer des bénéficiaires et des professionnels de la culture pour que voilà, vous puissiez vous rencontrer. Alors, je sais que vous vous êtes rencontrés puisque Yasmina, c'est Alexis qui vous a fait visiter l'opéra. Oui, C'est ça. Mais voilà, de pouvoir avoir le retour justement de cette visite et on est très fiers que ça se passe dans 91% Culture. On va commencer tout de suite par du cinéma, comme d'habitude. Je vais vous parler d'un événement qui aura lieu au cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin cette semaine. Il s'agit d'une séance unique et ce qui est assez unique également, c'est que c'est une spectatrice qui est venue nous voir et qui nous a dit, voilà, moi je suis diététicienne nutritionniste et j'aimerais organiser une soirée dont le thème serait grossophobie, le poids des préjugés. Donc elle nous a dit, voilà, est-ce que vous pouvez trouver un film pour qu'on puisse ensuite avoir un débat sur ce sujet? Et c'est ce qu'on a fait, donc on vous propose de venir voir Jeune Juliette, un film québécois réalisé par Anne Aymon, qui est sorti en 2019. C'est une séance unique, comme je vous le disais, c'est le mercredi 17 juin à 20h15, donc demain. Donc il y aura un débat avec Marie-Laure Désesmant, cette fameuse spectatrice qui est venue nous solliciter, donc diététicienne nutritionniste, et également Clélia Paoli, qui est médecin généraliste et psychothérapeute, spécialiste de l'obésité et des troubles alimentaires. De quoi parle le film? Et on suit Juliette, qui a 14 ans et qui vit une fin d'année scolaire compliquée. Un peu comme moi. Non, je... Faut pas que je plaisante parce que sinon, voilà, je suis puni. Effrontée et malicieuse, elle est victime de grossophobie au collège, malgré le soutien de sa famille et de son amie Léane, avec qui elle anime une émission de radio étudiante. Encore un point commun. Incroyable. Ses certitudes sur l'amour, l'amitié et la famille vont être remises en cause en cette fin d'année scolaire. C'est le 4e film de la réalisatrice québécoise et ce film est né de son adolescence dans les années 90. Elle s'est beaucoup inspirée d'elle-même, de son passé pour écrire le personnage de Juliette. Elle aussi était très solitaire et imaginative comme Juliette. Juliette, comme elle est seule, elle s'imagine plein de choses. Mais elle a voulu lui donner de la répartie qu'elle n'avait pas plus jeune pour pouvoir justement répondre à tout ce harcèlement, à toutes ces attaques. Comme une sorte de revanche finalement, en se disant, je pense qu'on l'a tous un peu vécu des fois, d'avoir des petites réflexions et de se dire, le soir dans son lit, on se dit, si j'avais su, j'aurais répondu ça. Donc là, elle l'a fait quelques années plus tard dans son film. C'est une réalisatrice dont on a déjà parlé. Michel, tu t'en souviens peut-être. C'est la réalisatrice d'Amour Apocalypse, dont on avait parlé à une dernière émission. Elle a voulu aussi mettre dans son film des marqueurs intemporels. Donc vous allez voir, l'esthétique, c'est très années 80. On a vraiment l'impression que ça se passe dans les années 80. Mais on parle de téléphone portable. On les voit pas, mais à un moment donné, les jeunes parlent de téléphone portable entre eux. Et en fait, elle voulait, par ce biais-là, ne pas placer son film dans une époque particulière, en disant, on suit une adolescente, et finalement, les adolescents des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, c'est un peu toujours les mêmes, les relations au collège, les premiers amours, les premières rivalités. Donc du coup, elle a dit, pour que tout le monde s'y retrouve, je vais faire une esthétique un peu années 80, parce que ça correspond à moi, ce que j'ai vécu. Mais on va mettre un peu de modernité aussi pour que les jeunes s'y retrouvent aussi et se disent, Juliette, ça peut être moi, ou Juliette, ça peut être la personne au collège avec qui justement je suis pas très sympa. Et pouvoir avoir comme ça un réveil des consciences. Même un petit clin d'œil rétro, elle a tourné en 35 mm. C'était important pour elle
de tourner en pellicule. Inutile de vous dire qu'elle a eu besoin d'insister auprès du producteur, parce que les coûts ne sont pas les mêmes, mais elle voulait retrouver la nostalgie des teen movies de sa jeunesse. Et ça permettait aussi d'apporter de la chaleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui ont connu l'avant numérique, que l'image est plus froide, que quand d'un coup on voit un vieux film, quand on a la chance d'aller dans des cinémas qui passent des films encore avec des pellicules, on se dit oh là là, mais c'est pas la même image, c'est plus chaud. Et elle voulait mettre un peu de chaleur parce qu'elle raconte quand même une histoire qui n'est pas drôle, même s'il y a de la drôlerie dans le film. Juliette vit dans une banlieue morne, c'est tourné en juillet, donc avec la lumière crue. Enfin, au Québec, au mois de juillet, c'est quand même un peu... la lumière, elle est limite un peu agressive. Les costumes et les maquillages n'embellissent pas les acteurs. On n'est pas là pour montrer des... On n'est pas dans une série américaine où ils sont tous beaux, magnifiques, super bien maquillés. Voilà, on est dans la réalité, en fait. Et donc, du coup, elle se disait que passer par le 35, ça permettait d'apporter de la chaleur, justement, et d'apporter une esthétique qui allait aider le film. Et puis, il a fallu trouver son héroïne. Voilà, elle a eu envie d'un casting sauvage. Donc, elle s'est baladée dans la rue, à la sortie des écoles. Mais c'était très compliqué. Comme le personnage de Juliette a un physique ingrat, c'est tout le but justement du film, c'était très compliqué d'aller voir des adolescentes de 15 ans, de leur montrer le scénario et de leur dire « Ah, je te verrais bien jouer dans ce film ». Elle a essuyé plusieurs refus, ce qu'elle a compris évidemment. Oui, bien sûr. Donc du coup, elle a écumé les agences de comédiens. Et elle a trouvé cette jeune actrice, Alexane Jamieson. Et elle a mis 5 auditions pour la choisir parce qu'elle voulait s'assurer non seulement de son talent, mais aussi de sa force mentale et de sa maturité pour pouvoir assumer ce rôle à 15 ans, de pouvoir se dire, voilà, je vais jouer ce rôle, il va y avoir des scènes difficiles, c'est du vrai harcèlement, on ne le cache pas, donc du coup, même si c'est que du cinéma, pour une jeune actrice, ça peut être quand même assez violent de s'entendre dire certaines choses. Et en fait, Alexane a tout de suite été très motivée par le projet, elle a même pris 8 kilos, alors évidemment, en lien avec une nutritionniste pour préserver sa santé, pour justement appuyer encore plus le harcèlement dont elle était victime. Oui, parce qu'elle s'est sentie porteuse d'un message, en fait. C'est ça, elle avait cette maturité, justement, et ce courage, à 15 ans, de pouvoir l'assumer. La façon dont la réalisatrice en parle, elle est bien dans sa peau, elle s'en amusait presque. Voilà, elle l'a vraiment vécu de façon, peut-être sans doute comme une mission qu'elle avait à faire, mais aussi de se dire, je vais m'amuser, justement, je sais que le message est bon, même si les scènes vont être difficiles. Et donc, je vais m'amuser de tout ça. Et puis, elle était dans une agence de comédiens, donc elle voulait être comédienne. Donc, effectivement, ça faisait partie aussi, je pense, de sa formation pour pouvoir, ensuite entamer une jolie carrière. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce film, donc, que vous pouvez retrouver demain à partir de 20h15. Donc, ça s'appelle Jeune Juliette, réalisé par Anne Aymon. On vous le propose au cinéma François Truffaut. Donc, le film et après un débat, justement, avec des professionnels et pouvoir... rappeler certaines choses essentielles sur la normalité, entre guillemets, de tous les corps. Ne pas se complaire dans des dictates comme ça. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour entendre ces messages très importants. On va faire une première pause musicale dans cette émission, en lien avec ce film. Moi, il y a une chanson qui est sortie il y a quelques années, qui, je pense, résume parfaitement ce message. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Summer Body de Elena. Ah, je vois Séverine qui... Très belle chanson. Très belle chanson. Moi aussi, c'est une chanson qui m'avait marqué à l'époque. Et Elena est une jeune artiste passée par la Star Academy et qui a fait plusieurs tubes. On avait passé également dans cette émission Mauvais Garçon sur la façon dont les jeunes filles peuvent parfois être sous l'emprise d'un compagnon toxique. Donc voilà, une très belle chanson interprétée par une artiste engagée malgré son jeune âge. Donc on écoute tout de suite Summer Body de Elena et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. L'été arrive, soleil à la fenêtre, Summer Body me dit vite, mais je me sens pas prête. Il l'a mis dans les magazines, des filles trop fraîches, à la silhouette trop fine, pour être honnête. L'été est là, ça fait longtemps que je l'attends. Je mets du vernis sur mes doigts et je me bouche les oreilles. Je veux pas entendre ce que t'as à me dire, ni ce que je dois faire pour être belle. Mais comment être belle avec les cheveux pleins de sel? Summer Body, tant pis, tu sais quoi? Summer Body, je passerai l'été sans toi. Summer Body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer Body, tant pis, tu sais quoi? Summer Body, je passerai l'été
l'été sur toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. La plage est pleine, coup de soleil sur la tête, le corps recouvert de crème et la peau trop pâle. Le bikini en vitrine, il va pas sur moi. Je suis entourée de filles sublimes, je rêve qu'elles n'existent pas. Non, je vais pas cacher mes poignets gonflés par l'amour. 3 kilos, c'est quoi? Y en aura toujours trop ou pas assez. Tu me fous le seum en plein été. Dis-moi, toi qui sais comment être belle, je fais quoi de ma peau qui pèle? Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, tant pis, tu sais quoi? Summer body, je passerai l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. Summer body, la morale de l'histoire, c'est que t'es juste un miroir déformé de moi. T'es là sur mon épaule comme un mauvais diable accroché à ma peau, mais je sais que tu n'existes pas. Si je dis que tu n'existes pas. Summer body, je vais bien, tu sais quoi? Summer body, j'ai passé l'été sans toi. Summer body, je vais pas me gâcher la vie pour plaire à je sais pas qui, à je sais pas quoi. De retour dans le studio 91 FM pour la suite de 91% Culture, après cette jolie chanson qui tombe à point nommé puisqu'on arrive à l'été. Et donc du coup, voilà, Summer Body, il ne faut pas, comme le dit si bien cette chanteuse, voilà, se gâcher la vie à faire je ne sais quoi pour je ne sais qui. Respectons notre corps, c'est le plus important. On se tourne maintenant vers Philippe. On va changer d'ambiance musicale. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il a fait... Oh, s'il a fait des balades toutes douces, Oui, il a fait Prince des balades. quand même. Il a fait des balades, bien sûr. Mais ce qu'on retient, c'est le côté plus... Plus funk, plus pop, Voilà, plus rock. exactement. Alors on t'écoute pour justement cette chronique sur Prince. Ok, aujourd'hui, pas de jeu. Hein, parce que Ah, ma chronique est un peu longue, alors je me suis dit... pour une fois qu'on avait révisé. Tant pis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Prince Roger Nelson, alias Prince, alias le Kid de Minneapolis, ou aussi alias Love Symbol, Son dernier nom, je crois, son c'est... pseudo dans les années 90. Ah, c'était dans les années 90, tant que Ouais. ça. Alors, Prince est né le 7 juin 1958 à Minneapolis et il est mort le 21 avril 2016 à Chanhassen, dans le même état. Il est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste. Il pratiquait une vingtaine d'instruments. Producteur aussi, danseur et acteur, la totale. Alors sa musique de prédilection est surtout tournée vers la pop, le funk, la soul, le R&B. Et la carrière de Prince démarre en 1978 et sa discographie compte plus de 30 albums. Il a également produit ou composé des morceaux pour Madonna, Sheila E., The Time, Chaka Khan ou encore The Bangles et beaucoup d'autres. Alors sa carrière commence véritablement à 16 ans en 1973 où il joue de la guitare et du clavier dans un groupe qu'il a créé lui-même, Grand Central. Et en 1974, il fait la connaissance de Morris Day qui deviendra plus tard le leader du groupe The Time et avec qui il gardera toujours des rapports amicaux. En 1976, Prince embarque sa formation dans l'enregistrement d'un album au studio Moon Sound à Minneapolis. Et le propriétaire Chris Moon, impressionné par son talent, lui propose de travailler sur des publicités en échange de sessions studio gratuites. Avec le groupe ou... Avec le groupe, ouais. Toujours avec le groupe, Ouais, toujours d'accord. avec le groupe. À partir de là, donc, il passera tout son temps à produire des maquettes sur lesquelles il joue de tous les instruments, abandonnant peu à peu son propre groupe qui finira par disparaître. En 1977, il signe pour le label Warner Bros. Et en 1978, Prince sort son premier opus, For You, dans lequel il composera et interprétera tous les titres et en étant crédité quand même de 27 instruments dans l'album. Oh là là, Donc mais il a c'est- tout fait. Il a mais fait c'est- les, Ah il a oui, fait quand les même. vocaux, les instruments, il a tout fait, quoi. Même des C'était un symboles. génie absolu, Ah en oui. fait. Et ça sur son premier album. Oui, ça commençait fort. Ouais.
Et malgré ça, le disque est un échec commercial, ne hissant qu'un seul morceau au hit parade américain, le fameux Billboard, à la 92e place. En 1979, il sort son deuxième album intitulé tout simplement Prince. Très similaire au premier, à la seule différence qu'il va y incorporer des influences un peu plus rock et pop. Et celui-ci se vendra à 1 million d'exemplaires, notamment grâce au titre I Wanna Be Your Lover, qui se classera lui à la 11e place du Billboard. Et en 1980 paraît Dirty Mind. Alors sur la pochette du disque, il apparaît vêtu de dessous féminin, et ses textes seront assez portés sur le sexe. Il entamera alors une série de concerts, dont un le 3 juin 1981 au Palace à Paris, et un autre à Los Angeles en première partie des Rolling Stones. Le Palace qui était une boîte de nuit, donc c'était pas une salle... c'était un concert un peu événement, je pense. C'est ça, tout à fait. Son album Controversy sort la même année et s'écoule, lui, à 500 000 exemplaires en 3 mois. Donc déjà, le succès commençait à grimper. Un album fidèle à lui-même, où il continuera à parler sexe dans une Amérique assez puritaine. Donc je vous laisse imaginer. Alors, en 1982 sort le double album 1899, qui se vend en 7 mois à 1 million d'exemplaires avec le titre phare Red Corvette, avant le succès planétaire en 1984 de Purple Rain. Purple Rain. C'est la seule que je connais. Ah ouais. Merci pour cette passe. Voilà. Maintenant, je vous laisse. Alors, j'ai fait mon petit jeu quand même. Ah, voilà. Avec le nouveau groupe qu'il a créé pour l'occasion, The Revolution, avec entre autres le duo Wendy et Lisa, respectivement à la basse et au clavier. Donc le film Purple Rain sortira également dans les salles obscures, avec notamment ses amis Maurice Day du groupe The Time et Apollonia, une de ses nombreuses conquêtes féminines. Et ce long métrage fille de Prince, la star internationale qu'on connaît. Des morceaux comme Let's Go Crazy, When Dusk Arrives ou bien sûr Purple Rain ont classé l'album à la 72e place des 500 plus grands albums de tous les temps. Et il s'est vendu dans le monde à 22 millions d'exemplaires. Mais quand même très très loin de Michael Jackson avec son album Thriller et ses 70 millions d'albums vendus. C'est bien de remettre les choses d'équerre. Et en 1985, il sort l'album Around the World in the Day avec des succès comme Paisley Park et Pop Life. Et en 1986, l'album parade avec l'incontournable Kiss. Oui, je l'avais oublié. Et ça fait 2, hein. Ça fait 2. Oui, celui-là, je l'avais oublié. Ça fait 1,5. Je suis sûr qu'il y en a un troisième que tu vas te trouver. Et cette même année sort son second long métrage Under the Cherry Moon, qu'il réalisera lui-même. Et avec, pour son premier rôle dans ce film-là, une certaine Christine Scott Thomas, que tu dois connaître. Ah oui, grande actrice britannique. Donc c'était son premier rôle au cinéma. Ah oui, d'accord. Ouais. Ce film se déroule en France et il est tourné en noir et blanc, sur la Côte d'Azur plus exactement. Suivirent en 1987 et 1988 les albums Sign on the Times et Love Sexy. Et en 1989, il co-signera avec le compositeur Danny Elfman la bande originale du film Batman de Tim Burton. Ah, d'accord. Et en 1990 sort l'album Graffiti Bridge et en 1991 Diamonds and Pearls. L'année suivante, il changera son nom de scène pour se faire appeler tout simplement Love Symbol. Voilà, ça fait 3. Oh bah non, mais là, si on commence à donner des réponses qui ont déjà été données, je suis malade, mais je ne perds pas la tête encore. Et pseudo qu'il gardera quand même jusqu'en 1999. Et en 1995, Prince sortira l'album qu'il considérera comme le meilleur de toute sa carrière, The Gold Experience. Pour moi, c'est pas le meilleur, mais bon. Et pour la petite histoire, le morceau The Most Beautiful Girls in the World sera qualifié de plagiat par le batteur et compositeur Bruno Bergonzi, qui obtiendra gain de cause en 2015. Et en 1996, Prince, en total désaccord, quitte la Warner pour EMI et signera un triple album, Émancipation. En 1999, il reprendra son nom de scène, Prince, et signa chez Arista Records avec l'album Wave Unto the Joy Fantastic, avec une série de concerts privés dans son propre studio d'enregistrement Paisley Park Studio, et avec des invités de prestige tels que Maceo Parker, Larry Graham, George Clinton ou encore Lenny Kravitz. Et entre 2000 et 2015, il continuera à sortir un album par an, avec des succès assez mitigés. Et en 2016, il succombera d'une overdose accidentelle d'antidouleur. Donc tu disais que The Golden Experience n'était pas ton album préféré. Non. C'est lequel pour toi l'album préféré? Mon album préféré, c'est son deuxième, Prince. D'accord.
Très bien. Mais parce que il avait la fraîcheur des débuts ou... Ouais, mais franchement, moi, c'est le morceau. Bon, c'est pas des morceaux très connus, mais c'est pour moi les meilleurs au niveau son, quoi. Parce que moi, c'est plus dans mon style de musique, quoi. D'accord. Autour de la table, Prince, vous connaissez vous êtes fan? Pas spécialement. Moi, je connais, mais comme j'ai une mémoire de poisson pour les titres, je connais les titres quand je les entends. Voilà, j'aime beaucoup, moi, Prince. D'accord. Ouais, pas l'air de t'étonner. Non, pas forcément. Bon, en même temps, quand on connaît qu'un titre. Hein. Oui, bah voilà, forcément, je suis impressionné, Michel. Incroyable, tu connais Prince. Oh, moi, j'en connais 4, c'est terrible. C'est fou. Oh là là, mais l'encyclopédie. Donc 4 fois plus que toi, en fait. C'est ça. Truc de ouf. Et tu parlais rapidement de sa carrière d'acteur. Je suis pas sûr que les films ont eu beaucoup de succès. Purple Rain. Purple Rain, oui. Mais... Et alors, qu'est-ce que ça raconte, Purple Rain, par rapport à la chanson? En fait, est-ce que c'est vraiment... C'est un peu autobiographique, ouais, mais pas complètement. Donc, c'est beaucoup fiction. L'histoire, donc, lui ressemble assez, puisqu'en fait, il parle de son père qui était un peu alcoolique. En fait, c'est pas son vrai père, c'est son beau-père dans la vraie vie. Celui qui l'a élevé? Voilà, celui qui l'a élevé. Bien sûr, il a grandi à Minneapolis, et le film se déroule aussi à Minneapolis. Mais en fait, déjà, Prince est déjà beaucoup connu. Donc, quand il a sorti le morceau Purple Rain, et alors que dans l'histoire du film, on le connaît pas, quoi. En fait, c'est pas encore le chanteur qu'on connaît. D'accord, donc c'est une fiction à ce moment-là. Ouais. Il joue quand même, il joue son rôle, mais dans une réalité où il ne serait pas connu. Voilà, tout à fait. C'est ça. D'accord, très bien. Donc à découvrir, pourquoi pas, effectivement. Et il a été réalisateur, tu dis qu'il a réalisé également. Il a réalisé son deuxième film. Son deuxième film. Le premier n'est pas réalisé par lui, et le second, oui. D'accord, donc effectivement, multitalent, donc pourquoi pas pour les fans de cinéma découvrir aussi ces films, qui je pense sont très caractéristiques d'une époque, aussi au niveau visuel. Surtout Purple Rain. Surtout Purple Rain. En fait, le deuxième film se passe plus dans les années 50, même avant, je pense, puisqu'il est filmé en noir et blanc, et pour retracer un petit peu la période, quoi. D'accord, très bien. C'est un film un peu historique, même si c'est ça. C'est un film qui n'est pas contemporain à sa sortie. Avec des morceaux assez jazzy, quand même. D'accord. Eh ben merci beaucoup Philippe pour voilà, nous en avoir appris plein de choses sur Prince. Il a dû falloir choisir une chanson. J'imagine peut-être issue de ce fameux deuxième album que tu aimes beaucoup. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Eh ben voilà. Aucun rapport. Bah, ça enlève tous les points que j'ai gagnés. Donc à la base, j'avais choisi d'écouter le morceau Controversy. Qui est aussi le nom d'un de ses albums. Mais j'ai un coup de cœur, si tu me permets, Simon. Ah bah avec plaisir. C'est le principe, c'est le coup de cœur musical. Voilà. Alors, il y a maintenant un peu plus d'1 an, j'avais été invité avec ma troupe de théâtre Les Cherokee, ici même dans le studio de 91 FM. Effectivement, on salue Catherine et toute la troupe. Voilà, je les embrasse. Et ta gentillesse, Simon, m'a donné envie de revenir régulièrement faire des chroniques dans ton émission. Et c'est donc grâce à toi que l'aventure a commencé pour moi sur 91 Culture. Tu as su me mettre à l'aise et j'ai adoré travailler avec toi. Donc pour tout ça, Simon, je voulais te remercier et te souhaiter une bonne continuation, puisque tu t'en vas, dans tes futurs projets. Et je suis sûr que nos chemins se recroiseront un jour. Et donc du coup, mon nouveau choix musical t'est entièrement dédié ce soir. Et j'ai choisi un morceau que Prince avait composé pour Sinéad O'Connor à la base, et qu'il a repris dans son concert Rave Unto the Joy Fantastic avec Rosie Games. Ce morceau, c'est Nothing Compared to You. Rien ne peut te comparer à toi, Simon. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je connaissais effectivement le titre quand j'ai vu que tu avais choisi ça. J'ai fait, je connais, mais pas de Prince. En fait, je ne savais pas que c'était lui qui l'avait. C'est lui qui l'a composé. Il l'a composé, c'est une chanson effectivement magnifique. Merci pour tes mots. Et on écoute tout de suite, du coup, Nothing Compares to You par Prince et Rosie Gaines. Et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture.
your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant. Oh yeah, but nothing can take away this blues. Oh, nothing compares to you. Oh, baby. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop this lonely rain from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? Oh, baby, I can put my arms around every boy I see. Oh, yeah, but they only remind me of you. All my days remind me of you too, girl. Oh, yeah. I went to the doctor, guess what he told me? What'd he tell you? Guess what he told me? I'm listening. He said, Rosie, What? try to have fun no matter what you do. You wanna tell me why? Nothing compares to you. Oh, baby. Tell me, hey. All the flowers that you planted, sugar, in the backyard, all died when you went away. Ooh, baby, I know that living with me, baby, is sometimes hard, but I'm willing to give it one more try. Do you know why? Nothing compares to you. Oh, baby. Nothing compares. Nothing compares Rosie Gaines. De retour dans le studio 80 FM pour la suite de 91% culture après cette très jolie chanson. Merci beaucoup Philippe pour cette chanson. Merci pour tes mots et bravo pour ton intégration, pour toutes ces chroniques. Tu m'as fait parler le tréquis, voilà, Ouais. je m'en souviendrai. Voilà. Et puis tu nous as fait découvrir. Le Klingon plus exactement. Pas le- Ah oui, tu es un tréquis et on parle le Klingon, tu vois, j'ai déjà tout oublié. Mais voilà, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et puis peut-être que tu resteras à 91 FM, peut-être que tu trouveras ton bonheur dans d'autres émissions. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette année, à peu près un an passé ensemble. C'est ça. On va de nouveau parler cinéma avec un film coup de cœur, le film coup de cœur du cinéma François Truffaut cette semaine. C'est un film qui s'appelle L'être aimé, signé Rodrigo Sorogoyen, avec Javier Bardem et Victoria Luengo, et également Marina Foïs, qui a un rôle secondaire. Vous en avez peut-être entendu parler puisqu'il était présenté au dernier festival de Cannes.
en compétition. C'est l'histoire d'Esteban Martinez, qui est un réalisateur reconnu dans le monde entier. Pour son nouveau film, il revient en Espagne pour travailler avec sa fille Emilia, qui est une actrice inconnue et qu'il n'a pas vue depuis des années. Cette dernière aborde ce tournage comme une opportunité, tout en ne considérant pas Esteban comme son père. En fait, elle se dit, Esteban Martinez, c'est quand même une sorte de Pedro Almodóvar, c'est un réalisateur extraordinaire. Il n'a pas été un père, il m'a un peu laissé tomber, machin. Donc je vais travailler avec lui pour avoir mon nom sur un film signé Esteban Martinez. Mais voilà, je vais le considérer comme un réalisateur et pas comme un père. Et évidemment que le père, lui, il veut la faire tourner pour se rapprocher d'elle. Donc ça va être toute cette relation qui va essayer de se reconstruire. Alors l'idée est venue tout simplement parce que le réalisateur voulait travailler avec ces deux acteurs, donc Javier Bardem et Victoria Luengo. Et au vu de leur différence d'âge, il trouvait que le duo père-fils, ça fonctionnait bien. Il voulait les placer aussi dans le milieu du cinéma et trouvait ça intéressant car il a écrit des personnages qui se racontent des histoires à eux-mêmes. Le père est persuadé que sa fille va lui pardonner facilement parce que c'est son père, il suffit d'être gentil avec elle et puis voilà, ça va être simple. La fille, elle, se fait de son père un monstre alors que la réalité est peut-être un peu plus nuancée. Donc voilà, ils se racontent des histoires et comme le milieu du cinéma est un milieu où on se raconte des histoires, cette mise en abîme était très intéressante pour le réalisateur. Rodrigo Sorogoyen, il a deux caractéristiques. Il aime beaucoup les improvisations. Il aime beaucoup laisser ses acteurs improviser leurs scènes. D'ailleurs, alors on ne sait pas lesquelles, mais sachez que quand vous irez voir le film, 3 scènes n'ont pas du tout été écrites dans le scénario et se sont improvisées sur le moment du tournage. Et il adore aussi les plans séquences. Vous savez, ce sont ces plans où on ne coupe pas la caméra. C'est-à-dire qu'on fait des plans très très longs. La caméra se déplace entre les personnages. Il faut que tout le monde soit prêt, tous les acteurs soient prêts pour comme ça, avoir une espèce de... Ça donne un rythme assez particulier à ces scènes-là. Et dans ce film, il y a 2 scènes de plus de 10 minutes sans que la caméra ne coupe. Allez, pendant 10 minutes, on coupe pas. Chacun sait ce qu'il a à faire, avec des déplacements, avec des dialogues, et il faut que ce soit nickel. Ces plans séquences, Rodrigo Sorogoyen aime en mettre dans tous ses films, mais il essaie toujours que ce soit pas gratuit. Il va pas en mettre pour en mettre. C'est-à-dire qu'il trouve toujours une excuse, il trouve toujours le moyen de dire comment on pourrait mettre un plan séquence sans qu'on se dise « Ah, encore Rodrigo Sorogoyen et ses plans séquences, c'est bon. » Non, là, vraiment, ça sert vraiment le propos. Et là, notamment, il y a la séquence d'ouverture qui permet de mettre de la tension et de donner le plus d'infos possible sur les personnages. Le spectateur, au bout des 10 premières minutes, il sait déjà énormément de choses parce que dans une scène, il y a eu énormément d'informations qui sont passées. Et ça a mis la tension, c'est la scène où ils se retrouvent, le père et la fille, justement, avec leurs différences et leur vision des choses complètement différentes. Et très intéressant aussi, c'est comment ils ont travaillé avec comment Rodrigo Sorogoyen a travaillé avec ses acteurs. En fait, il a organisé une rencontre entre Javier Bardem et Victoria Luengo qui se connaissaient pas plus que ça. Ils s'étaient croisés, mais sans plus, 8 mois avant le tournage. Donc ils les font se rencontrer, ils lisent le scénario, ça vous plaît, ça vous dit, machin, les deux acceptent de faire le film et après il leur dit le tournage est dans 8 mois, je ne veux pas que vous rentriez en contact pendant 8 mois. Parce que quand vous allez arriver sur le tournage, la première scène que vous allez tourner, c'est la scène d'un déjeuner, donc justement c'est la scène où ils se retrouvent, ce fameux plan séquence, et je veux qu'on sente votre surprise de voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors pas plusieurs années comme les personnages du film, mais au moins 8 mois, en 8 mois on peut changer. On tourne dans 8 ans, on l'envoie dans 8 ans. Ça aurait pu, il y a des cinéastes effectivement, il y a des cinéastes qui auraient pu aller jusque-là. Lui, il s'est dit, bon, dans 8 mois, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Oui. Et il leur a juste autorisé, dit, si vous voulez, vous pouvez vous appeler une semaine avant, mais c'est tout. Ils ont respecté, parce que je pense que ça les a aidés aussi pour s'imprégner des personnages. Et effectivement, Javier Bardem, il a même été plus loin, parce que quand il a appelé Victoria Luengo, coucou ma fille, il l'a appelé comme si c'était son père. Il a dit, voilà, je t'invite à déjeuner la semaine prochaine, machin. Et la scène d'ouverture, c'est une scène de déjeuner. Donc il s'est vraiment projeté une semaine avant, en se disant, je vais l'appeler comme si j'étais son père et je lui donne rendez-vous dans une semaine pour un déjeuner. Et vraiment, c'était, alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle la méthode acteur studio, mais c'est vraiment se projeter dans les personnages et pouvoir comme ça faire passer les émotions sans avoir à tricher, vraiment, parce que... le plus naturellement possible. Tout à fait. Donc voilà pour ce film qui est notre coup de cœur de la semaine. Ça s'appelle L'être aimé. Vous pouvez le retrouver tous les jours de la semaine, voilà, à part samedi, mais sinon voilà, il y a différents horaires. On vous incite à aller sur le site cinetruffaut.fr pour vous renseigner et donc découvrir ce film qui est notre coup de cœur. Nouvelle pause musicale dans cette émission, toujours en lien avec ce film. Je me suis dit, histoire d'un père et d'une fille. Il y a eu beaucoup de chansons de pères qui ont écrit sur leur fille. Alors j'ai hésité avec Renaud. Au début, la première qui m'est venue, c'est Lola. Lola, c'est ça. Non, Morgane de toi. Ouais, c'est ça. Ah, le titre, oui, c'est ça. Ah oui, enfin, dans la chanson, il parle de Lola. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis dit...
On va quand même regarder, comme j'avais une chanson francophone tout à l'heure, je me suis dit peut-être une chanson étrangère, et je suis tombé évidemment sur ce chef-d'œuvre de Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Je ne sais pas si vous saviez qu'il avait écrite pour sa fille au moment de sa naissance. Et voilà, pour les anglophones, vous comprenez tout de suite les paroles. N'est-elle pas ravissante? Je pense que ça doit se dire comme Lovely, ça. c'est peut-être plutôt, plus que... Non, c'est pas le côté beauté, c'est le côté câlin, le côté amour. Adorable. Elle est adorable, oui, c'est ça. Elle est Voilà, adorable. Voilà. On écoute tout de suite du coup ce grand classique de Stevie Wonder, Isn't She Lovely, et on se retrouve juste après pour la suite de 91% Culture. Making one as lovely as she. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après donc ce grand classique de Stevie Wonder. Alors on s'est renseigné pendant la musique sur la date et on a été très étonné que cette chanson fête ses 50 ans cette année. Oui, absolument. 1976. Voilà, alors qu'elle est intemporelle et qu'on l'a tous, quel que soit notre âge, on a l'impression qu'elle est de notre époque en fait. On va maintenant passer à nos invités. On commencera par Mathilde. Voilà, pour la remercier encore une fois d'être présente. Et remercier Margot aussi, qui a beaucoup œuvré pour que cette émission se fasse avec ses invités. Est-ce que tu peux nous représenter l'association Culture du Cœur ? Culture du Cœur Essonne. Donc, Culture du Cœur Essonne, nous accompagnons les personnes en situation d'exclusion vers l'effectivité des droits culturels, en fait. Parce que la culture doit être accessible à tous et toutes. Voilà, donc nous, on a un réseau de professionnels. On accompagne 182 relais sociaux en Essonne
avec un réseau de 115 partenaires culturels. Et c'est plus de 5000 personnes qui ont été accompagnées grâce au dispositif de Culture du Cœur Essonne en 2025. Eh ben, bravo pour C'est énorme. tout ce travail. La culture a des bienfaits très très importants dont on va parler aujourd'hui. Et merci Simon, merci à l'émission. C'est la seule émission culture où on parle des personnes du public. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Parce que on parle ailleurs de... Voilà, c'est les artistes qui témoignent, c'est les programmateurs. Ici, on part du public, on part du ressenti, parce qu'un spectacle, une création, c'est pour un public d'abord. Et après, on invite aussi les partenaires culturels, les travailleurs sociaux qui accompagnent pour aller autour de ce projet. Donc merci. Merci, parce que c'est la seule émission qui a permis de parler, de faire parler la voix du public. Comme on dit au théâtre, on se tourne vers le 4e mur. Ouais. Voilà, c'est ça. Le plus important, celui du public. Ben oui, parce que c'est le plus important. On a un spectateur qui va intervenir, c'est Fabien. Spectateur privilégié. Vas-y. Oui, je voudrais juste intervenir parce que dans une autre vie, je ne travaillais pas à la médiathèque, mais je travaillais à la Maison de l'Emploi de Chilly-Mazarin. Et j'ai eu la chance et le plaisir de travailler avec vous. Et c'était un vrai bonheur que de pouvoir faire profiter d'offres culturelles des gens qui en étaient éloignés ou qui ne s'en donnaient pas la permission. Et vraiment, vous faites un boulot super et... Le public est mis en avant et c'est génial. Merci beaucoup. C'est grâce à toute cette équipe-là. Un témoignage supplémentaire, justement, de l'importance de cette association. Et donc, vous travaillez avec d'autres associations. Oui. On a notamment l'association Diagonale, qui est représentée par Séverine aujourd'hui. Rebonjour Séverine. Oui, rebonjour. Alors, Séverine qui devait venir avec Hervé et qui devait nous rejoindre en cours d'émission. Et malheureusement, il a eu un empêchement, il n'a pas pu être avec nous. On le salue, en tout cas. Et on va retransmettre son témoignage d'un projet culturel auquel il a participé. Et c'est vous, Séverine, qui lui en avez parlé. Comment ça s'est fait ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est adhérents à l'association à Culture du Cœur. Et du coup, des fois, on reçoit des messages un peu plus précis sur les offres de participation culturelle qui sont faites et des messages auxquels on peut répondre en disant oui, ça nous intéresse. En général, il faut répondre quand même assez rapidement parce qu'on est nombreux parfois à être intéressés. Et là, pour le coup, c'était un projet... théâtre africain. Donc c'était tout un fil conducteur sur la question du théâtre africain, puisque je crois que le théâtre de Morsan est géré par une compagnie malienne. Franco-malienne, le théâtre de l'Arlequin. Oui. Voilà, et donc en fait c'était une proposition de stage d'expression corporelle sur 3 jours avec un petit spectacle à la clé. Et il fallait trouver des volontaires pour participer et Hervé, il est toujours partant pour toutes les propositions culturelles. Et là par contre c'était quelque chose où on s'est senti, il y avait un peu une prise de risque parce que du coup, nous professionnels, il fallait aussi qu'on s'y mette. Oui. Et donc on a tous, en fait on est parti dans une équipe, nous on était 5, 2 professionnels et 3 résidents. On était 5 résidents au départ, mais moi, les personnes que j'accompagne, elles sont malades. Et ce qui fait que parfois, la maladie empêche de venir au spectacle ou de participer. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas un taux de participation à 100% quand on s'inscrit quelque part parce que il y a des empêchements. Mais là, sur le coup, on était 4 résidents plus 2 professionnels au départ. Et sur scène au spectacle, on était 3 résidents et 2 professionnels. Et on a été mélangés à un groupe. Et c'est ça qui était vraiment super aussi. C'était le mélange avec un public un peu différent. Et donc là, Hervé, lui, il dit ils avaient un petit truc en plus, petit clin d'œil. Et c'était chouette, en fait. Ce mélange était vraiment formidable parce que la différence, elle s'est même pas vue. Elle s'est pas ressentie. L'artiste qui s'appelle Solo. Souleymane Sanogo, dit Solo. C'est un danseur et en fait il a réussi à capter en chacun de nous, et Hervé le dit très bien quand il dit il a su voir en moi le potentiel, il l'a mis sur scène et en fait c'était juste magnifique parce que ça faisait un peu l'arbre à palabre et on était tous autour de lui et on a dansé autour de lui, dansé avec nos possibilités, mais c'était vraiment... un moment assez magique qui a duré 3 jours et c'était vraiment très formidable. En fait, on voyait plus le handicap des personnes en fait. Et ils formaient un groupe homogène finalement. Exactement. Et on ne voyait plus si des gens avaient des handicaps ou pas, qui étaient accompagnants, qui étaient bénéficiaires. Exactement. Enfin, il y avait une sorte d'unité
De comme ça. mayonnaise. De On a dit la mayonnaise, elle a pris. Hervé, il parle beaucoup de mayonnaise, effectivement. Pour bien avoir cette image, justement, on comprend tout de suite quand la mayonnaise prend, c'est que voilà, c'est que ça match et que finalement tout se passe bien. C'était alors parce qu'on le rappelle, le Culture du Cœur, on peut bénéficier de places de spectacle, on peut aller assister en tant que spectateur, mais on peut aussi participer à des projets où on est nous-mêmes artistes. C'est ça. Et alors, ce projet-là, c'est né donc avant, il y avait un festival qui s'appelait EM Fest en Essonne. Oui, on en a d'ailleurs parlé à l'époque dans cette émission. Et un jour, plus de budget, plus de festival. Voilà. Ouais, sauf qu'il y avait des partenaires culturels qui avaient déjà programmé des spectacles et des compagnies d'Afrique de l'Ouest. Donc, moi, j'ai dit, et si on créait un festival parallèle avec Culture du Cœur Essonne, voilà. Une autre dimension. Une autre dimension. Et le théâtre de l'Arlequin est dirigé par une compagnie franco-malienne. C'est eux qui sont à l'origine de ce festival EM Fest. Donc avec Maria, la directrice du théâtre, on s'est dit bah oui, on va faire un accompagnement, un projet autour de la découverte du théâtre africain. Donc voilà, j'ai proposé ça à l'ensemble des relais sociaux, on appelle ça les relais sociaux, et il y a 9 relais sociaux qui ont dit oui, nous on veut participer. Alors on fait ça fait beaucoup parce que ça, si chacun accompagne quelques personnes, ça tiendra pas dans le théâtre. Donc on va chercher des fonds, des financements pour pouvoir monter un vrai projet. Donc on a déposé un dossier à la Fondation de la Française des Jeux. On n'a pas été pris au premier tour, mais au deuxième tour, notre dossier est passé. Nous avons eu les financements et nous avons pu monter. Donc en 2026, là, cette année, un projet d'accompagnement. Donc, il y avait des spectacles, la visite du théâtre, des casques en 3D et 3 jours avec un comédien danseur de la compagnie dans le théâtre. Voilà, qui est Souleymane Sanogo dit Solo. Ouais, on est même allé voir, du coup, nous, on a fait une première visite. Enfin, on a d'abord été assisté à une pièce de théâtre qui était Mildiou, en fait, un peu sur le racisme ordinaire. C'était un homme seul en scène, en fait, je ne sais pas le nom de l'artiste, mais c'était vraiment très chouette. C'est pareil, on y est allé tout le groupe et on est retourné après faire la visite en réalité virtuelle avec justement l'histoire de Solo. En fait, on était au Mali, dans les champs de maïs. Avec lui, il nous racontait son histoire. Donc, ça a été vraiment une boucle très chouette. Et ce que dit Hervé, en tout cas, c'est vraiment se sentir mieux, plus en confiance, ça travaille la confiance en soi, l'estime de soi, ça participe à éviter les discriminations et l'inclusion, clairement. Vraiment, c'était vraiment une sacrée expérience. Quelles que soient les différences, effectivement, ça porte ce message d'inclusion. Surtout, alors, ce qui est incroyable, c'est que c'était 3 jours de stage, c'est ça, c'était très court. Alors, 2 jours et demi en réalité, puisque la dernière après-midi, c'était la représentation. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas trop, et lui, il capte exactement ce qu'on va être capable de faire, et il nous guide pour qu'en fait, ça donne un truc qui, a priori, était chouette à regarder. Et c'était sympa aussi de valoriser finalement le travail et d'être sur scène et de voir qu'il y avait des gens qui venaient nous voir. Cette expérience-là aussi, on n'a pas tout le temps l'occasion de pouvoir faire ça, donc c'était aussi très chouette. Parce que ce qui nous semble important à Culture du Cœur, c'est qu'on puisse vraiment travailler l'inclusion. Donc c'est accessible à tout le monde, qui qu'on soit, quel que soit notre âge, notre histoire, qu'on soit professionnel, qu'on soit une personne qui est accompagnée par une structure, on est tous là, ensemble, à vivre une aventure culturelle et humaine. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre travail. Donc, c'est vrai qu'on a eu ce projet-là. Moi, j'ai fait le maximum pour qu'il y ait des personnes extrêmement variées qui puissent participer à ce projet, parce que c'est comme ça qu'on se sent citoyen. Voilà, qu'on vit quelque chose vraiment tous ensemble. Et pour nous particulièrement, qu'on s'éloigne de la maladie, en fait. Oui. Et ça, je crois que c'est aussi hyper important, en fait. Oui, voilà. Alors, la question que je me pose, c'est que nous sommes mi-juin. Quand a eu lieu cette représentation ? Alors, c'était en février. C'était un projet qui a eu lieu, donc décembre, janvier, février. Et on a fini en mai avec la visite. La réalité virtuelle, c'était mai, ouais. Et première pièce, c'est fin janvier qu'on a dû la voir, nous...
Ouais, D'accord. janvier, je pense Donc ça qu'on s'est est allé étalé, voir. Ouais. étalé sur plusieurs mois. Oui. Oui. Et depuis finalement que ce projet a commencé, que ce soit vous, Séverine, en tant qu'accompagnante, mais aussi en tant que personne qui a participé, enfin nouvelle artiste quelque part, et Hervé que vous suivez, qu'est-ce qu'il y a eu un changement? Qu'est-ce que ça a apporté sur le temps long? Alors, le fait de se sentir capable, je pense que ça, c'est quelque chose d'assez important, en fait. Se dire Ça donne de la qu'on confiance en peut, soi. Ça donne de la confiance en soi. Le spectacle, j'en rediscutais aussi avec Hélène, qui est une des participantes. Et quand on fait le bilan de son année, de ce qu'elle a pu faire, directement, c'est ça, hein, ce spectacle-là. Donc, clairement, c'est évident que ça joue sur l'estime de soi, que ça valorise. Alors, au-delà du spectacle même, mais là, vraiment, le projet d'avoir participé, c'était vraiment, oui, la valorisation, la confiance en soi, et pour le coup, vraiment oublier la maladie, quoi. Oui, c'est quelque chose qu'on garde du coup Ouais. avec nous et qui nous accompagne justement dans la vie qui se poursuit avec cette force en plus, comme ça a apporté une force supplémentaire. Exactement. Ouais. Vous vouliez aussi parler d'une autre sortie à l'Opéra de Massy, puisqu'on a dit qu'on parlerait beaucoup d'opéra. Oui. Et nous avons un représentant de l'Opéra de Massy ici dans le studio. C'est le spectacle Le Journal d'un disparu que vous avez vu tous les deux avec Hervé. Oui, on y est allé. C'est pareil, c'est proposition culture du cœur. Et là, c'est un petit message qui dit on a mis quelques places. Il y a une vingtaine de places qui est dispo pour aller à l'opéra. Moi, je me suis dit c'est une proposition intéressante parce que l'opéra, on n'a pas tellement l'occasion d'y aller. Et puis, ça change. Juste, rappelez-nous peut-être la ville d'où vous êtes. Alors, nous, on est à Juvisy. D'accord. Pas très loin de C'est pas très Massy. loin. Puis c'était un vendredi soir, c'était assez facile d'y aller. Donc c'était une proposition. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, moi je fais toujours la proposition à tous les résidents, donc il y a 80 personnes. Et là, les 10 places, elles sont parties, mais super vite. On ne pouvait pas en prendre plus parce qu'on avait 2 voitures, bien sûr. Donc 10 sur les 20. Et vraiment, les 8 personnes, mais j'ai eu une réponse presque instantanée. Je me suis dit, c'est fou, ça marche autant l'opéra. Donc Hervé est toujours dans les premiers. Donc il avait répondu aussi très très vite. Et moi j'avais vu que c'était une pièce un peu courte. Donc je m'étais dit, mais c'est mes représentations à moi, hein, certainement. Je m'étais dit, ça va, c'est court. Si jamais ça nous plaît pas trop, c'est pas trop grave. Bon, à vrai dire, moi j'ai rien compris à ce que j'ai vu. Je fais partie de celles qui ont pas compris. Et en fait, ce qui est vraiment très rigolo, c'est que en fait, on n'a pas été préparé à cette vie. On n'a pas eu cette chance d'avoir la visite avant parce que du coup, on a juste répondu juste des places, au mail des voilà. places, ouais. Mais en fait, ce qui a été intéressant, c'est que comme on est parti en groupe, on est revenu en voiture tous ensemble. Et en fait, il y a quelqu'un qui était vraiment passionné par l'opéra et qui nous a décrit ce que lui, il avait compris, qui nous a expliqué, qui nous a raconté comment ça se passait, enfin comment ça se construisait un petit peu les opéras. Et en fait, du coup, voilà, la relecture, elle s'est faite dans la voiture, on en a reparlé. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est finalement, on partage un spectacle, mais en fait, on n'est pas juste spectateur, c'est qu'après, l'échange qui se fait derrière, il participe là aussi à valoriser celui qui a des connaissances et qui peut se montrer. Évidemment, il faut être en position un peu d'humilité et reconnaître qu'on ne connaît pas tout. Oui, parce que si tu sors en disant moi j'ai tout compris et que à côté moi j'ai rien compris, tu peux m'expliquer. Alors ça va être compliqué. C'est ça. Il faut savoir être humble et reconnaître. Et du coup, c'était rigolo parce qu'il était tout content de m'expliquer comment c'était le journal d'un disparu et comment l'histoire de cet enfant abandonné. Mais vraiment, j'ai trouvé que le plus intéressant finalement, c'était l'échange après. Et la valorisation que ça pouvait permettre et d'aller. Enfin, c'était très intéressant en fait. Et d'ailleurs, Hervé, dans son témoignage, puisqu'il a un témoignage écrit, il a de très jolies phrases que je me permets de le citer. En groupe, on est plus intelligent, ça nous fait plus grandir. Celui qui a mieux compris peut montrer à celui qui n'a pas compris. De partager ensemble ce qui s'est passé, c'est important. Et je trouve qu'en quelques mots, il a très bien résumé le fait qu'on est plus fort ensemble et qu'effectivement cette solidarité aussi de dire plutôt que de se dire moi j'ai compris, t'as pas compris, t'es bête et voilà et puis on s'arrête là, c'est de dire je vais t'expliquer effectivement et ça valorise à la fois la personne qui apprend, enfin la personne qui reçoit l'information et la personne qui la donne justement, ça forme comme ça un lien qui est très très important. À côté de Séverine, il y a Yasmina. Rebonjour Yasmina. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes de Rissorangis, donc à la MDS de Rissorangis. Oui. Alors je me souviens jamais MDS de l'acronyme Maison départementale des solidarités. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous y êtes dans cette maison? 2 mois. Ah oui, donc c'est tout récent. Ouais, d'accord. C'est récent. Qu'est-ce qui a fait que vous avez poussé la porte un jour? C'est quelqu'un qui vous en a parlé? Écoutez, j'ai eu plein de problèmes, santé, etc.
j'ai eu l'assistante sociale, Madame Fernandez, que je la remercie. Et je remercie tout le groupe Culture du Cœur. J'ai changé ma vie. J'étais en dépression. J'étais vraiment pas bien du tout. Et là, je commence à vivre. J'ai pris le goût de vivre. Ça m'a changé complètement. Parce qu'avant, c'était quoi vos occupations du coup? Rien du tout. Vous restiez chez vous Oui. Enfermée, je parle à personne. D'accord. Et là, ça, j'ai changé. D'accord. Parce que Madame Fernandez vous a dit, là, il y a une maison qui existe. Elle m'a inscrit. Je suis D'accord. partie au cinéma. Jamais je suis partie au cinéma. J'ai commencé à aller au cinéma avec le groupe. Et franchement, le groupe que je suis avec eux, formidable, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il y avait une petite appréhension au début d'y aller? Est-ce que vous avez un peu résisté ou est-ce que vous avez fait Non, confiance j'ai dit oui. totalement? J'ai dit oui, directement. Directement? Oui. D'accord. En disant, si c'est Madame Fernandez qui m'en parle, c'est que je peux y aller les yeux fermés. Ah oui, D'accord. Et alors, du coup, vous avez visité l'Opéra de Massy. oui. C'est J'ai ça. eu de la chance. Alors, pourquoi de la chance? Parce que j'ai jamais visité, j'ai jamais été, à rien. Hein. Quand on vous a proposé ça, vous vous êtes dit tout de suite, opéra, ça m'intéresse? Ah oui, D'accord. oui. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert à l'Opéra de C'est Massy? grâce à Alexis, il nous a expliqué l'opéra. On a tout visité. Hein. Tout? Tout. Les coulisses Les coulisses, et- les loges. ouais, les loges, même l'atelier de couture aussi. D'accord. Ah oui, un atelier de couture. Bah, ça, on ne le sait ouais. pas forcément, Ah bah, nous, oui, en c'est tant que vrai. spectateurs, qu'il y a un atelier de couture Oui, il y a un atelier à de l'Opéra. couture qui font leurs costumes Oui, oui, sur place. sur place. Ouais. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, j'imagine, c'est la salle. Vous aviez déjà été dans une salle aussi grande? C'est la première fois. D'accord. Ouais, ouais. Et le fait d'avoir... vous étiez un groupe, c'est ça? Oui, on était en groupe. ouais. Mais vous étiez tout seul quelque part dans cette grande salle et... Non, Alexis, il nous Enfin. expliquait, il était là pour nous diriger, il nous explique tout. D'accord, mais vous aviez cette sensation un peu de privilégié, de dire, nous, on a la chance d'être là, Oui. alors que les spectateurs, ils viennent juste pour le spectacle, après ils repartent. Regardez les spectacles, mais quand on voit vraiment à l'intérieur comment ça se passe, c'est autre chose. Oui, une petite visite privée, quoi. Oui, Voilà, oui, oui. c'est ça. Et ça m'a marqué, il me disait que la hauteur, 18 mètres en hauteur Ah oui. et 2 mètres en bas. Jamais j'aurais pensé ça. La hauteur m'a- sur la scène, Oui, c'est ça, la Ah hauteur oui, sur scène, elle Ouais, fait, ouais. elle fait 18 mètres. oui. Puis il y a plein de mécanismes derrière pour Oui, faire monter c'est les ça, décors, c'est les ça. descendre. Oui, c'est ça, oui. Les lumières. Oui, voilà, Les exactement. lumières, Ouais. ouais. Et Tout deux- un travail. Hein. Et 2 mètres, c'est la fosse là où il y a les musiciens, c'est ça? En bas, en dessous. En dessous de la scène, En dessous, là, ouais. c'est ça, en dessous de la scène Ouais. pour faire monter des choses. D'accord. Mais vous, l'opéra, vous connaissiez un peu. Vous avez quelqu'un de votre famille qui Oui. était chanteur J'ai d'opéra, le c'est ça? cousin de ma mère D'accord. qui était au ténor. Ténor, d'accord. Oui. Mais il est décédé. Dommage, il est décédé. Mais vous aviez pu l'entendre chanter? Ses mamans l'a enregistré et j'écoutais ce qu'il a chanté. Même le décès de mon grand-père, j'étais pas là, j'étais en Algérie, mais c'est lui qui a chanté à l'église. D'accord. Ah oui. Et donc, dès le début, vous saviez que l'opéra, vous connaissiez, vous saviez que vous aimiez bien. Oui. Et est-ce que vous avez pu rencontrer des chanteurs, justement, quand vous êtes des artistes, quand vous avez visité l'opéra? On les a vus. Vous les avez vus? Oui, oui. Oui. Oui, D'accord. Et vous avez pu leur poser des questions sur leur Non, travail, non, sur... non, vous non. les avez laissés... Ouais, ils travailler travaillaient, comme ça. ouais. Ils se préparaient pour la scène, on pouvait pas. D'accord. On pouvait pas les déranger aussi. Mais ce que vous dites, c'est que vous avez beaucoup d'admiration pour ces artistes-là. Oui. Parce que c'est énormément Ouais, de travail. et ça a beaucoup de travail, oui. Et de voir tout ce qu'ils peuvent faire avec leur voix. Oui, Michel? Quand vous les Oui. avez vus, ils répétaient ou c'était juste, ils se préparaient simplement? Est-ce que vous les avez entendus chanter en répétition? Non. Non, Non, on n'a Non. pas eu cette chance. Ouais. Ouais. Et vous parliez de l'atelier des costumes. Vous avez une Oui. petite anecdote sur cet atelier de costumes? Et ouais, parce que ça m'a marqué. Ils avaient le tissu. Ils étaient en train de préparer le costume pour... Pour la représentation qui allait avoir lieu? Moi, j'ai regardé. Je comprends parce que j'aime bien la couture. Ah, d'accord. J'ai regardé. Elle a dit non, on n'a pas le droit de dire. Ah, de dire ce que c'est, et Ah, pourquoi- oui. à quoi ça sert. Ah oui, oui, oui. Elle a dit on n'a pas le droit. Mais moi, j'ai compris. Et quand elle est après sur scène, j'ai dit le costume, il est là. C'est la robe que j'ai vue tout à l'heure. Ce qui m'a plu aussi, c'est le moderne qui est rentré dans la scène. Oui, parce que vous avez assisté à une représentation de, alors j'espère que je prononce bien, Lucia di Lammermoor. On demande aux spécialistes de l'opéra, ça se dit comme ça? Lucia di Lammermoor. Eh ben, c'est pas du tout ça. Ok. Lucia di Lammermoor. Ouais. Voilà. Et ça m'a impressionné, le moderne. Parce que c'est une œuvre ancienne, Oui. mais Ils ont mis du moderne. ils l'ont adapté justement Oui, oui. pour toucher. C'est très beau. Je trouve qu'on est attiré par ça.
Et ça enlève finalement le côté c'est ancien, Non, c'est pas de nous, ça nous ouais. concerne pas et tout Non, ça. non, non, non. On peut Ça nous vraiment, attire. on peut Oui. vraiment se projeter dans les personnages et se dire Oui, moi aussi je oui. pourrais vivre ces émotions-là et tout ça. Oui. Donc vous le disiez, ça vous a apporté beaucoup de bien. Oui. Enfin, ça vous apporte toujours beaucoup de bien. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui nous écoutent et qui se disent oh, ben moi je sais pas, c'est pas fait pour moi, moi je suis bien tranquille chez moi tout seul. Non. Il faut qu'elle avance. Ouais. Ça existe. J'ignorais complètement l'existence et voilà, là je suis avec eux et je regrette pas. Hein. Je dis aux gens, allez-y, venez. Le plus Ça- difficile, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Effectivement, Oui. ouais, Voilà, je pense. c'est ça. Mais il y a des gens autour de vous que vous pouvez conseiller Oui, justement. oui. Et qui vous ont suivi? Non. J'ai Pas ma encore. sœur. Pas encore. J'ai ma sœur, Oui. problème de santé et tout ça, mais j'essaie de lui dire, viens, ça va te changer et tout ça. Elle m'a dit non. Comment elle s'appelle votre sœur? Warda. Eh ben on salue Warda et voilà et on lui dit voilà il faut sortir avec Yasmina, il faut découvrir comme ça parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça fait du bien au moral aussi. Exactement, tout à fait, ça permet de rencontrer des gens. Si vous avez formé un petit groupe avec les, Oui. est-ce que vous sortez toujours avec les, parce qu'on avait reçu il y a quelques semaines plusieurs personnes qui se sont découvertes, de vraies amitiés sont nées justement dans le cadre de ces Yasminette, sorties. Claudine, on s'est mis un groupe. Dès qu'il y a quelque chose, on est ensemble. Voilà, super. Ça fait Ouais. des amitiés en plus, c'est des belles Ouais. histoires humaines. Oui. Et à côté de vous, il y a Alexis Cadoret, qui a entendu tous les témoignages à la fois de Séverine et d'Hervé et de Yasmina. Avant de réagir à ces témoignages, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'opéra de Massy, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, voire même qui ne savent peut-être pas qu'il y a un opéra en Essonne, qui se disent l'opéra c'est Paris, c'est l'opéra Garnier, l'opéra Bastille, et puis c'est tout. Alors c'est vrai que l'Opéra de Massy, c'est un petit peu un ovni parmi les maisons d'opéra françaises. C'est déjà premièrement l'opéra le plus jeune de France. On n'a pas d'opéra plus jeune que l'Opéra de Massy. Il a 33 ans. Ah, effectivement, c'est très jeune. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est le seul opéra situé dans un quartier politique de la ville, le quartier de Massy Opéra. Donc qui a même donné l'institution a donné son nom au quartier, tellement le bâtiment est une référence aussi dans Et ça a été construit autour, en fait, au final. Alors, le quartier a été alors, construit autour. Il y avait déjà des bâtiments, hein, c'est un quartier qui a énormément évolué. Puisqu'il y a un siècle environ, il y avait à peu près que des champs. C'était seulement de l'agriculture qui était pratiquée ici. Et petit à petit, c'est un territoire qui s'est peuplé. Avec une population aussi issue de l'immigration, beaucoup. On a eu quand même de nombreux bidonvilles, environ 7000 qui étaient situés sur le quartier dans les années 40, 50, 60, jusque dans les années 70 pour les derniers. Et puis avec la fameuse période des 30 Glorieuses, entre 45 et 1975, il y a eu besoin de créer des habitations, donc des immeubles, entre Antony et Massy. Et c'est là que le quartier de Massy Opéra a pris son essor, puisqu'on a eu plein d'immeubles de construits. Mais à partir de là, ce quartier est devenu une sorte de quartier dortoir. On venait y travailler ou on y venait dormir. Et il n'y avait pas d'activité entre les deux. Et donc c'est là que le maire de l'époque, Claude Germont, qui a été maire à la fin du XXe siècle pendant pratiquement 20 ans, a décidé de faire construire un opéra à Massy dans ce quartier. Alors même pas dans le centre-ville, c'était déjà osé et audacieux de vouloir construire un opéra à Massy, mais là, en plus, dans un quartier en plein essor, en pleine évolution, c'était d'autant plus ambitieux. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'a pas tari de critiques à son égard. Les journaux de l'époque, c'est vraiment... Il y a plein de mots, de termes qui sont employés à son égard qui sont assez négatifs. Et force est de constater que 33 ans plus tard, on est toujours là, avec environ 40 000 spectateurs par an. Donc on a quand même un poids important sur le territoire essonnien. Pas que, mais en tout cas, l'Essonne reste quand même notre territoire de référence. Et puis l'Opéra de Massy, petit à petit, a aussi engagé tout un quartier culturel, puisque tout autour de nous, on n'est pas les seuls. On a le conservatoire, le tout nouveau conservatoire, avec son nouveau bâtiment, qui a été inauguré
l'année dernière, juste en face de l'Opéra de Massy. Et puis aussi, nous avons bien sûr en dessous de nos bureaux le Cinémassy, cinéma d'art et essai de la ville, une médiathèque, la médiathèque Jean Cocteau, qui est située vraiment juste à côté de l'Opéra. On est mitoyens. On a même cassé le mur entre nos deux institutions pour permettre une démocratisation, d'une certaine manière, de nos équipements et pour permettre aussi aux personnes qui aiment lire ou qui aiment aussi avoir d'autres pratiques que celles de l'Opéra, de se dire, tiens, derrière ce mur rouge dans le hall de l'Opéra, il y a cette grande salle. Voilà, et on peut à la fois aller découvrir des œuvres à la médiathèque. J'ai eu la chance de la visiter, des œuvres justement musicales, enfin des vinyles, des disques qu'on peut emprunter, et se dire, il suffit juste de franchir la cloison et on peut aussi assister à un spectacle finalement. Exactement. Et puis ça continue. On a le futur centre Pompidou francilien qui va ouvrir ses portes 200 mètres derrière l'Opéra. C'est un véritable pôle culturel en fait. C'est Complètement. ce que j'allais dire. Oui. Et puis en plus de tout cela, le quartier va continuer à évoluer dans le sens où on a la fameuse ligne 18 du métro qui va aussi petit à petit en construction, ouvrir ses différentes stations. Et donc d'ici 2030, donc là ça commence déjà petit à petit. D'ici la fin de l'année, on va avoir les premières ouvertures. Et c'est vrai que ça va changer forcément le visage du quartier. Donc on espère aussi d'une certaine manière qu'on gardera, on maintiendra aussi ce pourquoi on est là, montrer aussi qu'un autre opéra est possible, qu'un opéra pour toutes et tous est possible, et puis que les récits peuvent vraiment s'adresser à tout le monde. Surtout qu'il est inscrit dans un quartier très mixte. Oui. Il y a des logements de toute nature autour de cet opéra, et donc du coup ça aide aussi à la démocratisation de se dire voilà, on peut habiter effectivement dans un HLM et se dire il y a un opéra juste en face de chez moi, bim, j'ai juste à traverser la route, et encore même des fois même pas du tout parce qu'il y a une grande esplanade, et hop je vais à l'opéra et j'ai le droit, et c'est mon opéra aussi, et il n'y a pas de distance, quoi. Oui, et je trouve ça d'autant plus symbolique que la place qui est située juste en face de l'Opéra s'appelle Place de France. Et je trouve que dans notre époque, ça fait du bien aussi de se dire que la Place de France, elle symbolise aussi un pays qui accueille tout le monde. Et l'Opéra devrait lui aussi, à son tour, accueillir tout le monde et ne pas seulement dire qu'il impose un message ou un discours issu d'un autre temps, ou en tout cas avec une autre vision qui n'est plus celle qui devrait être partagée aujourd'hui, mais qu'au contraire, l'opéra peut aussi se laisser chatouiller par d'autres récits, par d'autres regards, et que c'est comme ça aussi que les œuvres qu'on donne, qui sont des opéras bien sûr aussi, entre autres, que ces opéras, que ces œuvres lyriques-là, peuvent aussi continuer leur route et leur chemin à travers d'autres regards, à travers d'autres oreilles, à travers d'autres vécus et parcours, et aussi d'autres rêves. Et c'est aussi pour ça que, en tout cas moi à titre personnel, j'aime travailler à l'Opéra de Massy, puisqu'il y a en fait tout le temps quelque chose à faire de nouveau. On n'a jamais terminé. On peut être bien sûr fier d'être situé sur un quartier particulier avec plein de besoins, avec plein d'enjeux sociétaux, sociaux, économiques, de toutes sortes. Mais on a encore énormément de travail à faire. Parce que c'est pas parce qu'on est situé déjà dans un endroit qui nous permettrait de nous faciliter une forme d'accessibilité que c'est plus évident. Oui, ça n'empêche pas le travail derrière d'aller... Oui, et c'est surtout de se dire à quel point en fait le travail est long, et puis... mais passionnant. Passionnant bien sûr, mais pas facile, puisque il faut se dire que la plupart des autres maisons d'opéra en France sont situées dans des quartiers plutôt aisés, en tout cas en grande partie, et ces maisons-là ont peut-être doublement un travail à faire de ce côté-là. Oui, bien sûr. Et nous, étant situés à Massy, on a déjà beaucoup de travail de ce côté-là, parce que c'est pas parce qu'on est situé de façon géographique proche des personnes qu'on aimerait vouloir accompagner, qu'on aimerait vouloir aussi rendre curieuses à tous ces gens, à ce genre-là, à toutes ces œuvres-là et à ce patrimoine, que c'est plus évident. D'où aussi ce travail de médiation. Exactement. Qui fait partie de votre travail justement, et de ces visites que vous organisez. Comment vous avez entendu le témoignage de Yasmina et d'Hervé également sur ce que leur a apporté justement le fait d'aller à l'opéra et de se sentir autorisé à visiter l'opéra ou à assister à un spectacle? Déjà, je remercie énormément évidemment d'avoir pris le temps de venir déjà, parce que je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on a des lieux comme l'opéra de Massy, mais l'opéra déjà en tant qu'institution, au-delà même du bâtiment. Je sais que ça peut parfois faire peur
On se demande voilà, comment je vais venir. Est-ce qu'il faut venir habillé d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut être pétri de références culturelles pour pouvoir comprendre une œuvre? Est-ce qu'il faut réagir d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des codes que moi je ne connais pas? Je sais qu'il y a énormément de questions qui suscitent des craintes et qui parfois empêchent les personnes de venir. Et puis parfois aussi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de venir. Et puis c'est normal aussi. Il faut savoir le dire. C'est Oui, pas bien venir sûr, à on n'est l'opéra. pas obligé de tout aimer. Et Tout le monde peut-être a que le l'opéra, droit de venir. voilà, on préfère le théâtre, on préfère les scènes de concert, on peut préférer autre chose, Oui, effectivement. complètement. Mais c'est vrai que le récit qu'ont donné à la fois Hervé par l'intermédiaire de Séverine et puis le récit de Yasmina, le témoignage de Yasmina, moi ça me touche beaucoup parce que je me dis bon bah qu'on a un sens dans notre mission et c'est pas tant la quantité de personnes, je rebondis sur ce que disait Séverine tout à l'heure, c'est pas tant la quantité de personnes qui donnent un sens à ce qu'on fait, c'est la qualité qu'on y donne, c'est le temps qu'on y passe et c'est vraiment la patience, la bienveillance qu'on met dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans l'attention et l'écoute qu'on porte aux personnes. Parce que c'est pas non plus seulement le fait de dire quelque chose, de porter un message, de transmettre ce qu'on a à dire, par exemple pour ce cas-là de l'opéra, c'est aussi ce que les personnes ressentent des œuvres qu'elles vont voir et puis bien sûr du bâtiment qui est visité. Parce que tout ça derrière c'est plein de métiers. Yasmina, vous l'avez réitéré, enfin vous l'avez rappelé tout à l'heure. L'atelier de couture, c'est un bon. Alors la petite spécificité à l'Opéra de Massy, c'est que on ne fabrique pas de A à Z nos costumes à l'opéra. On l'a fait. Il fut un temps au tout début, mais on n'a pas pu pour des raisons voilà, de stockage et de financement aussi, parce que c'est énormément d'entretien de stocker des costumes. Mais par contre, on a bien sûr un atelier de costumes pour pouvoir faire des retouches, pour pouvoir réadapter à la morphologie des personnes qui chantent les costumes, effectivement. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est très beau. Vous avez eu la chance d'échanger avec 3 costumières à ce moment-là. Et c'est pas toujours le cas. On a passé environ une demi-heure dans l'atelier. C'était la première fois qu'on restait aussi longtemps. J'ai jamais eu de visite où on était resté aussi longtemps. Donc je pense qu'il y a eu aussi un réel intérêt de la part des couturières d'échanger sur leur travail avec aussi des publics aussi qui ne sont pas forcément des scolaires. Parce qu'évidemment, on a une scolaire, mais ce qui est passionnant, c'est aussi de faire venir et de faire découvrir à d'autres personnes, des adultes aussi, cette institution-là. Ne jamais oublier que c'est pas parce qu'on n'est plus dans le parcours éducatif que c'est plus possible pour nous de continuer à découvrir, de continuer à apprendre, de continuer à s'émerveiller aussi des choses autour de soi. Et c'est là aussi que je remercie Culture du Cœur parce que c'est aussi grâce à l'intermédiaire de cette association qu'on peut créer ce qu'on appelle les itinéraires culturels, donc qui font le lien justement entre des institutions culturelles et aussi une géographie. Pour nous, pour notre cas, c'est le Nord-Essonne, entre Palaiseau et Bièvre. Et donc évidemment, sur cette ligne-là, liée aussi au transport, en termes de facilité, d'accessibilité, d'avoir aussi une conscience des transports en commun pour aider à accompagner à la mobilité. Pour que ce ne soit pas un frein. Exactement. Et je trouve que vraiment l'itinéraire culturel porté par Culture du Cœur permet vraiment aussi de prendre conscience à la fois des enjeux culturels, de l'accessibilité culturelle, mais aussi de tout ce qui tourne autour. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on a pu créer un parcours autour donc, de cette fameuse œuvre, Lucia di la Mer Mort, pour la maison départementale des solidarités de Ris-Orangis. Et il y avait environ une quinzaine de personnes dans le groupe. Et c'est vrai que ça a été un beau moment. On a eu aussi l'occasion, non pas de rencontrer malheureusement les chanteurs, les artistes qui étaient en pause à ce moment-là, puisque la répétition générale avait lieu juste après. Mais par contre, on a eu la grande chance de pouvoir discuter brièvement avec le régisseur de production. Et ça, c'est très rare de pouvoir avoir cette chance-là. Et il se trouvait qu'il était présent sur le plateau, dans une des coulisses. Voilà, côté cour ou côté chœur, on a le droit de dire les deux. Ah, je ne savais pas. Et oui. Et on a pu discuter notamment de la partition qu'il tenait dans les mains, qui est une partition particulière, puisque quand on est régisseur de production, on doit à la fois donner les tops à l'ensemble de l'équipe de techniciens. Pour les changements de décor, tout ça. Voilà, qu'on ne voit pas les lumières aussi. Quand on fait partie du public, mais c'est un travail permanent, le spectacle vivant. Il y a une œuvre qui est donnée,
eh bien, il faut pouvoir la faire progresser sur le moment. C'est un peu la différence avec le cinéma, par exemple. On n'a pas de pellicule toute faite et qui suit Il son n'y a cours. plus qu'à faire tourner encore maintenant les pellicules. Oui, voilà. C'est pour garder l'image. Voilà, Et c'est vrai exactement. que voilà, c'est la beauté aussi du spectacle vivant. On peut avoir une œuvre qui dure sur le papier 2 heures et puis finalement, on va durer 1h50 un soir et puis 1h59 l'autre soir. Donc c'est aussi tout cet aléa. Tous ces aléas qu'il faut prendre en compte. Et donc ce régisseur de production a cette mission, voilà, de Sorte de deuxième chef d'orchestre, un peu, lui. C'est le chef d'orchestre de l'équipe technique, quoi. Tout à fait. Et puis c'est aussi quelqu'un qui va rassembler l'équipe de techniciens autour d'un projet artistique le temps d'un soir ou de plusieurs soirs. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui doit lire la musique. Parce que la partition qu'il tenait dans les mains et qu'il nous a expliqué, voilà, eh bien, Oui, parce qu'il doit savoir où on en est de la fait. partition pour savoir s'il doit donner le top ou pas, effectivement. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc il y a eu de très belles choses. On a aussi eu l'occasion de rencontrer une accessoiriste Oui. qui nous a présenté quelques éléments du décor de cet opéra. Eh ben, merci beaucoup pour ces témoignages. On est toujours très fiers de voir ces rencontres se faire ici, dans 91% Culture. En tout cas, voilà, vous êtes adorable, Alexis. Voilà, Yasmina l'a dit, donc maintenant je crois que c'est gravé dans le marbre. Ne changez rien. Cette émission touche à sa fin. Je souhaitais vous parler d'un festival porté notamment par Ferial, l'une de nos anciennes chroniqueuses. Voilà, qu'on salue et qui organise du 26 au 28 juin le festival Improvox. C'est un festival dédié à l'improvisation chantée. Voilà, ça a lieu au théâtre Les Trois Clés, 35 rue Sedaine, 75 011 Paris. Vous pouvez aller sur Hello Asso. Vous tapez spectacle Improvox ou même juste Improvox et vous allez trouver justement toutes les informations. Donc c'est 3 jours, donc vous avez différents horaires, différents spectacles. Si vous voulez découvrir justement ce qu'est l'improvisation et encore plus dur l'improvisation chantée, voilà, n'hésitez pas. Donc ça s'appelle Improvox. Et c'est donc du 26 au 28 juin. Cette émission touche à sa fin. L'occasion pour moi de remercier ceux et celles qui ont participé, à commencer par nos spectateurs. Merci à Margot et Alexandra, donc de l'association Culture du Cœur. Et encore merci à Margot d'avoir beaucoup œuvré pour faire en sorte que, parce que mine de rien, préparer la venue d'autant de gens venus de tant de lieux différents, voilà, c'est beaucoup de travail. Donc merci à Margot. Merci à nos spectateurs privilégiés aussi, Fabien, Tony et Gérald qui nous a rejoints en cours d'émission. Et puis merci à Michel d'avoir été là. Toujours prête. Voilà, c'est ça, exactement. Michel, toujours prête. Elle va s'inscrire au scout là, dès qu'elle sort de l'émission. Ouais, exactement. T'as vu, j'ai le foulard là déjà. Oui, mais j'attends de te voir faire du feu en race campagne et puis après on verra. Avec le bâton dans une pierre et tout. Voilà, exactement. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci Simon et bonne continuation à toi. Merci, c'est gentil. Et merci de nous avoir éclairés sur Prince. Avec plaisir. Et merci à nos invités, l'association Culture du Cœur. Encore merci Mathilde pour ta fidélité. Merci Simon. D'avoir été présente comme ça tout au long de l'année et de nous avoir ramené à chaque fois des invités très, très touchants et qui nous aussi nous redonnent un sens finalement à ce qu'on fait. Merci Séverine, donc on le rappelle, de l'association Diagonale d'avoir été avec nous. Oui, et merci à vous de nous avoir invités. Une petite pensée à Hervé. Voilà, évidemment, vous saluerez Hervé pour nous. Et voilà, en espérant qu'on ait bien parlé, qu'on ait bien retranscrit son témoignage. On pense fort à lui, en tout cas. Merci Yasmina d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde et merci à Culture du Cœur qui m'ont fait venir. Et merci d'avoir enrichi cette émission par votre témoignage. Merci beaucoup. Et merci Alexis de nous avoir parlé de l'opéra de Massy et pour tout ce que vous faites justement pour ouvrir cet opéra à tous les publics. C'est vous qui avez choisi le dernier mot musical. Alors c'est un extrait de ce fameux opéra, Lucia della Mermour, c'est ça? Oui. J'ai encore du travail. La mer mort, mais oui, pourquoi je dis la mer mort toujours? Parce que amour toujours. Oui, ça doit être ça. Donc c'est un extrait, quel est cet extrait et pourquoi l'avoir choisi? Alors il s'agit du début de la grande scène, de la fameuse scène de la folie, puisque Lucia di Lammermoor, c'est l'histoire d'un personnage, Lucia, personnage principal d'une famille, les Ravenswood. C'est une histoire qui se passe en Écosse au XVIIe siècle, qui est tirée d'un livre de Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Donc c'est d'abord un roman, écrit en anglais, en 1819, qui ensuite, une dizaine d'années plus tard, en 1835, est devenu un opéra, Lucia di Lammermoor, écrit et surtout composé par Gaetano Donizetti, et donc en italien. Et c'est ce qui fait toute la richesse de cette œuvre, puisqu'il s'agit d'une œuvre à la fois qui se passe en Écosse, écrite en italien, et dont un des personnages, le grand amant de Lucia, Edgardo, passe un séjour en France. Donc c'est vous dire vraiment la grande richesse de cette européen. Œuvre. Très européenne, exactement. Et donc cet extrait en particulier, la scène de la folie, est
vraiment un des plus beaux moments de cet opéra, plutôt situé à la fin, dans l'acte 3. Pourquoi ? Parce que cette scène-là décrit l'état de désespoir total dans lequel se trouve Lucia, puisqu'il s'agit en fait d'un personnage qui n'a pas eu le droit, par sa famille et notamment par son frère, qui est criblé de dettes, qui n'a pas eu le droit d'épouser et de se marier avec l'homme qu'elle aimait, Edgardo. On l'a forcé à épouser un autre, par convention, Arturo. Et évidemment, avec cette nouvelle, elle s'est effondrée. Et puis dans l'histoire, surtout, ce qu'il y a de plus tragique encore, c'est qu'en se mariant avec Arturo, le jour de ses noces, eh bien, son amant, Edgardo, est revenu de France et s'est rendu compte de la supercherie alors qu'il s'était promis de s'aimer et de se marier à son retour. Quelle cruauté. Et C'est une vraie tragédie, quoi. Ah oui, complètement. Là, on est dans le romantisme le plus pur, le romantisme en tant que courant du 19e siècle, là où on laisse échapper et s'exprimer toutes les émotions les plus fortes, les plus puissantes, pour exprimer l'amour impossible et puis plein d'autres thèmes universels. Et cette Lucia, c'est vrai qu'elle est touchante et je pense qu'elle a touché notamment Yasmina, mais aussi énormément d'autres personnes lors de ce spectacle, parce que c'est vraiment un personnage qui, tout au long de cette œuvre, est traversé par des émotions contradictoires, par des pressions de la part de sa famille, par aussi une forme de pression exercée par son amant, puisqu'il y a une promesse qu'elle ne peut pas tenir, parce que son frère écrit une lettre qu'il fait passer pour étant une lettre écrite par Edgardo, qui n'est pas là, qui est en France. Et c'est une lettre dans laquelle Enrico, donc le frère de Lucia, fait croire à Lucia que Edgardo est parti en France pour aimer et épouser une autre femme. Et donc Lucia, évidemment, elle est écartelée par tout ce qu'elle apprend. Elle ne sait pas qu'il s'agit d'un mensonge qui a été créé toute pièce par son frère. Et quand, lors des noces, son amant revient, elle se rend compte que finalement, on lui a menti, que son propre frère lui a menti. Et c'est là, à ce moment-là, qu'elle sombre dans une forme de folie et qu'elle tue le soir de ses noces son époux Arturo et qu'elles sont dans cette folie. Mais ce qu'il y a de très intéressant, et c'est pour ça que je suis aussi très heureux que Yasmina et que le groupe de Ris Orangis ait pu assister à ce spectacle et à cette répétition générale. Pourquoi ? Parce que la mise en scène proposée par Simon Delétang, elle est fascinante parce que ce metteur en scène a décidé de faire de cette fameuse scène de la folie qui dure une dizaine de minutes, une scène où il n'est pas question de folie. Au contraire, il est question de puissance chez Lucia. Elle est tellement en fait prise par cette pression exercée par sa famille, par son amant, comme je disais tout à l'heure, d'une certaine manière, qu'elle ne peut pas trouver d'autres issues et d'autres alternatives que celle d'échapper d'une certaine manière au réel. Et c'est en sombrant dans ce qu'on nomme la folie qu'elle trouve un échappatoire. Mais d'une certaine manière, on pourrait décrire ça autrement que par la folie. On pourrait dire que peut-être que plus que tous les autres personnages présents dans cette œuvre, qui sont pétris de conventions sociales, Lucia, elle est peut-être plus que tous ces personnages dans la réalité, et pas dans le rêve, et pas dans l'irréel, et donc pas dans la folie. Très bien. Et c'est une œuvre vraiment, avec cette scène de la folie, à mon avis, qui a énormément touché. La robe dont vous parliez, c'est la fameuse robe de mariée qu'elle porte justement dans l'acte 3, à ce moment-là précis. Et c'est une robe toute simple, qui est courte, et alors qu'on pourrait imaginer une grande robe de mariée tachée de sang après justement le meurtre qui a eu lieu. Et c'est vrai que cette robe de mariée, elle est belle parce qu'elle est simple et elle n'est pas tachée de sang. Et au contraire, Lucia di Lammermoor, ici interprétée par Laura Ulloa, ne porte pas de couteau ou de poignard, elle porte une fleur de lys. D'accord, oui, tout est dans la symbolique. Il y a une symbolique vraiment pas d'une forme de pureté, mais en tout cas de modestie et puis d'humanité dans cette œuvre. Et Lucia, ici, raconte l'humanité, raconte aussi que de tout temps, il a été aussi question de la condition de la femme. Et c'est là aussi où je voulais... c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait-là, Il Dolce Suono, donc le tout début de cette scène de la folie, parce qu'on se rend compte en fait que Lucia, ce qu'elle dit ici, et ce qui a été dit dès la création de l'œuvre en 1835, donc il y a presque 200 ans, 2 siècles, c'est quelque chose qui nous concerne toujours aujourd'hui. Comment vivre en tant que femme, même encore au 21e siècle, et avec l'actualité qu'on a aussi ces derniers temps, on se rend compte en fait que d'aller voir Lucia di Lammermoor, ça peut peut-être faire encore du bien. Oui, exactement. Ça peut remettre les pendules à l'heure. Et mon message aussi derrière, et je pense le message aussi des personnes qui sont venues et du témoignage de Yasmina qui en ressort, c'est aussi de dire que peu importe d'où l'on vient, peu importe notre vécu, peu importe notre parcours, peu importe les liens qu'on a avec l'opéra peut encore dire des choses, poser des mots
et des émotions et des sentiments sur des événements, sur des thèmes et des thématiques qui sont Encore extrêmement actuel. importantes et terriblement d'actualité. Et Très donc bien. cette Lucia, elle est d'une certaine manière universelle. Et donc le morceau qu'on va écouter, c'est le début de la scène de la folie. Je vous ai apporté une petite traduction pour que vous ayez quand même la traduction française de l'air qui est en italien évidemment. Et donc ça donne: le doux son de sa voix m'a frappé. Ah, ce son est descendu droit dans mon cœur. Edgardo, me voilà revenu à toi. Edgardo. Ah, mon Edgardo. Oui, me voilà revenu à toi. Je me suis enfui de tes ennemis. Un frisson me glace la poitrine. Chaque fibre tremble. Mes pieds vacillent. Près de la fontaine, assieds-toi un moment avec moi. Oui, assieds-toi. Eh ben, merci beaucoup pour ces mots en français, voilà, qui vous auront permis et cette explication, justement, de mieux apprécier le morceau qu'on va écouter, justement, pour finir cette émission. Encore un grand merci à vous tous et toutes dans le studio. Un grand merci également à nos auditeurs et à nos auditrices pour nous avoir suivis toujours aussi fidèlement. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures culturelles. Thank you.